vous ai créé la liste ultime des plus de 530 classiques recommandés par les plus grandes écoles de la planète dans plus de 12 disciplines. Ça s'appelle le Guide d'Alexandrie et ça ne sera disponible que pour quelques jours. Ce livre, avant de vous dévoiler son identité, je vais simplement l'introduire pour vous démontrer la force qu'il peut avoir. Parce que ce livre, c'est le livre qui m'a introduit à la philosophie et qui m'a introduit de la bonne manière à la philosophie, d'une manière avec de l'envie, avec de la curiosité. Et ce livre, je l'ai découvert en rusant ma professeure de philosophie en première année de prépa. Alors elle ne le sait pas, peut-être qu'un jour elle tombera sur cette vidéo. Mais sachez qu'en prépa, en classe prépa, la première année, en classe de CG, ce que nous devions faire chaque semaine, c'était analyser des courts textes de philosophie. Les exemples, vous les connaissez très bien. C'est des textes qui abordent tous des concepts, des légendes philosophiques. Vous connaissez certainement l'allégorie de la caverne de Platon, vous connaissez le mythe de Sisyphe, vous connaissez Icare et ses ailes, vous connaissez le choix d'Ulysse, vous connaissez... Bref, vous en avez des multitudes, des trucs comme ça, le nez de Cléopâtre, etc. Et c'est tous des concepts qui, par définition, s'ils sont des légendes philosophiques, ont été abordés par des philosophes. Et notre prof de philo, donc, les avait à la pelle, ces textes-là, et chaque semaine, on devait les analyser, on devait analyser le court texte. Et j'adorais finalement ce contenu parce que c'est simplement en une dizaine de lignes que vous aviez le plus pur condensé de philosophie d'un philosophe qui se décide à imaginer, à se prendre des représentations, des métaphores, et qui va chercher à cristalliser sa pensée, ses concepts, dans quelque chose de très marrant, de très visuel. Le nez de Cléopâtre, le mythe de Sisyphe, on voit tous Sisyphe pousser la boule, puis redescendre éternellement, etc. Et je trouvais ça magnifique. Jusqu'au jour où je me suis dit... Mais où est-ce qu'elle va les choper? Évidemment, elle est normalienne, elle est tout ce que vous voulez, elle connaît toute la philosophie. Son père était d'ailleurs un des plus grands spécialistes français d'Aristote, c'est même son plus grand traducteur. Donc évidemment, ça baigne dans de la beauté philosophique, mais, je me disais, il y a un trick, c'est pas possible, où est-ce qu'elle va les chercher? Et mesdames et messieurs, après quelques semaines le soir à chercher dans des bouquins qui pouvaient exister, je suis tombé sur le grand roman. Ça s'appelle Le roman du monde d'Henri Peña-Ruiz. Henri Peña-Ruiz, c'est un agrégé docteur de philosophie qui a décidé tout simplement de créer le meilleur livre d'introduction à la philosophie, puisque ce n'est pas de la philosophie abrupte, ce n'est pas de la philosophie abscon, quelque chose de difficile, c'est quelque chose... On rentre par de petits récits. Si vous avez des enfants, si vous avez des gens qui veulent découvrir la philosophie, ou même si vous avez des gens particulièrement experts en philosophie, mais qui veulent, avoir des éléments de beauté, des textes de beauté, des textes où des philosophes se laissent devenir des auteurs, des écrivains, des romanciers, des poètes, achetez ce livre parce que rien que d'y penser... C'est vraiment incroyable en ce sens que c'est un condensé qui va se faire de manière non pas chronologique mais thématique et qui va lister peut-être 30 à 40 des plus beaux textes, des plus beaux condensés de pensée et de romances des plus grands philosophes de la planète et qui va vous faire apprendre la philosophie par un écrivain, par un philosophe qui va décrypter comment cette image, le mythe de Sisyphe, comment est-ce que le nez de Cléopâtre, comment est-ce que César traversant le Rubicon s'inscrit dans la pensée pour Sisyphe de Camus, pour César d'Hegel, si je me souviens bien. Et c'est en ce sens que c'est une pépite, c'est que vous allez pénétrer la pensée des plus grands philosophes à travers leurs textes les plus légers et les plus beaux, en ne perdant strictement rien à la compréhension. Mesdames et messieurs, Henri Peña-Ruiz, c'est un ouvrage qui, là je l'ai sous les yeux, coûte 5 €, qui moi m'a tout simplement donné goût à la philosophie, qui, je vous l'avais dit, mon premier livre de philosophie que je m'étais acheté en tant que collégien, c'était la critique de la faculté de juger de Kant. Tous ceux qui connaissent un peu de philosophie savent que c'est clairement pas du tout le livre par lequel commencer. C'est comme si vous vouliez faire de la rando et que vous commenciez par le Mont Blanc. C'est chiant.
Et Peña Ruiz, bah, c'est simplement l'inverse, c'est à mes yeux une des meilleures introductions, et c'est un livre que personne ne connaît, c'est un livre que je suis allé dénicher, et que si ma prof passait par là, bah, elle se dirait, bon, il m'a bien eu. C'est beau, ça se lit très rapidement, c'est des chapitres on parle de 4-5 pages. En 4-5 pages, vous avez un philosophe spécialiste qui va décortiquer des espèces de pépites, l'espèce de condensé parfait de la beauté ou de l'accessibilité de philosophes qui de base pouvaient vous sembler inaccessibles, et c'est ça. Je pense que c'est ça la beauté d'un grand professeur de philosophie. J'ai pas eu la chance de lire d'autres ouvrages d'Henri Peña Ruiz, mais la beauté d'un grand philosophe, d'un grand professeur de philosophie, c'est le passage, c'est la transmission, et c'est la transmission par la curiosité, par l'envie de lire, et il n'y a pas de meilleur bijou que le livre d'Henri Peña Ruiz, que vous soyez très bon en philosophie, que vous connaissiez beaucoup de philosophie, que vous ayez envie de découvrir finalement un peu de roman, des passages qui montrent que les philosophes sont aussi des romanciers, ou que vous simplement voulez vous lancer en philosophie et voir un petit peu la patte de chaque philosophe à travers 4000 ans de philosophie, parce qu'on repart des présocratiques jusqu'à aujourd'hui. Je ne saurais plus vous le recommander, rien que d'y penser. Je pense qu'après cette vidéo, je vais directement aller me replonger dedans, y passer quelques heures. Voilà. On passe maintenant à un livre dont je pense que la couverture va peut-être vous intriguer. Je ne veux pas vraiment vous spoiler, même si je l'ai fait. Propaganda d'Edward Bernays. Avant de vous présenter le contenu et pourquoi c'est un bijou qui doit figurer nécessairement, absolument dans votre bibliothèque, tout simplement parce qu'on parle de quelqu'un qui va théoriser le politique d'aujourd'hui, le politique actuel. Edgar Bernays, c'est de mémoire le neveu de Freud, Sigmund Freud, et il va utiliser les théories psychanalytiques, parce que forcément il a appris de Freud. Il va utiliser les théories psychanalytiques, non pas pour expliquer le politique, mais pour donner les règles, les logiques, les modèles que devront suivre tous les politiciens du XXe et du XXIe siècle, et certainement pendant le restant du millénaire. L'idée est la suivante: utiliser la théorie psychanalytique pour influencer par exemple le consommateur. La logique centrale est tellement forte, tellement intéressante, ce prisme de vision de la politique à travers le prisme psychanalytique, et on pourrait même dire à certains passages psychologiques, est extrêmement intéressant en ce qui revient aux racines les plus pures de la politique actuelle. Les passions, le pathos, la peur, la crainte, l'envie, le désir sont des concepts qui sont mobilisés constamment en politique, et c'est en ce sens qu'Edward Bernays, pourquoi je l'appelle Edgar, Edward Bernays a fait quelque chose de splendide, c'est qu'il est devenu le père des relations publiques sans réellement le vouloir. Et la beauté de Propaganda, surtout dans une collection, une édition que moi j'affectionne particulièrement et que je recommande à tout le monde si vous aimez les beaux livres, à savoir l'édition Zone. Vous reconnaissez parce que quand vous allez taper un bouquin Zone, vous allez simplement vous rendre compte qu'ils ont tous un petit peu le même schéma. C'est extrêmement lisible, c'est du très beau papier. Eh bien, pour vous dire un petit peu la puissance d'Edward Bernays, c'est quand même celui qui s'est occupé de la campagne pour le tabac aux États-Unis en 1929, je crois, en tout cas dans les années 30. Et c'est lui qui va vous donner un espèce de triangle des Bermudes entre d'un côté la politique que l'on pensait de par la théorie philosophique comme étant la bonne gestion de la cité, la bonne gestion du pouvoir, le partage du pouvoir entre le peuple, etc. Non. Lui, il va mettre ça de côté, il va vous dire, écoutez, la politique aujourd'hui, vous devez la comprendre à la fois sous le prisme du marketing et sous le prisme de la communication et sous le prisme de la psychologie et de la psychanalyse. Je sais que parmi mes lecteurs, j'ai beaucoup discuté avec vous et en commentaire, je vois la beauté des ouvrages que vous lisez et l'appétence que vous avez. Je sais que vous aimez des livres diversifiés. Propaganda, c'est ça, c'est une introduction déjà à un domaine qui est souvent pas très intéressant et un peu abrupt, la politique, la théorie politique, pas forcément philosophique, mais j'ai envie de dire la science politique finalement. Mais avec Propaganda, vous allez avoir du fun, vous allez avoir de la diversité et
ce que j'expliquais tout à l'heure à mon père d'ailleurs, une vision panoptique, un petit peu de ce que pourrait décrire Michel Foucault, avec une vision à 360 degrés, avec quelque chose qui va être parfaitement englobant et qui va aller chercher de la diversité au sens où il va y avoir beaucoup de prismes de lecture qui vont être à la fois faits sur l'aspect marketing, sur la communication, sur la psychanalyse, et tous vont vraiment s'incruster dans un système de pensée qui fait sens et qui, je le rappelle, est lisible en moins de 140 pages. Mesdames et messieurs, Propaganda, moins de 140 pages. Je pense que 140 pages, c'est lisible en une bonne heure et demie. C'est beau, tout simplement, ça se lit extrêmement bien. Je crois que je l'ai annoté à chacune, toutes les 3 pages. Foncez, franchement, vous n'allez vraiment pas vous n'allez même pas y croire tellement c'est bien fait, tellement c'est révélateur du fonctionnement du politique actuellement. On passe maintenant à une tarte à la crème, un livre dont je vais vous raconter simplement une anecdote qui m'est arrivée il y a 4 jours quand j'avais prêté ce livre à ma mère il y a déjà quelques semaines et que je lui avais recommandé de le lire. Elle voulait découvrir la philosophie simplement et plutôt la pratique philosophique que l'apprentissage de la philosophie elle-même. Et donc, très naturellement, quand je lui ai prêté ce livre, elle l'a mise sur sa table de chevet et un matin, en discutant avec elle, en prenant le café, je lui demande un petit peu son avis et elle m'a fait cette réflexion, elle m'a dit j'adore ce livre, j'aime beaucoup ce qui y est dit, c'est très simple, c'est très applicable, c'est pragmatique et pourtant j'ai un problème à vouloir retenir. Et évidemment, moi vous me connaissez, retenir un livre, c'est un truc qui m'intéresse et c'est la première fois que ça m'a étonné que quelqu'un veuille retenir ce livre plutôt que de l'appliquer directement. Ce livre, c'est naturellement un livre que vous connaissez tous très bien, certainement, en tout cas je l'espère. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez découvrir une pépite, à coup sûr. Je peux vous mettre mes mains à couper que dès que vous allez le lire, vous allez juste tomber amoureux. Mais ce livre, pour moi, il est souvent mal compris, à mes yeux. J'ai déjà fait une vidéo sur ce livre, et pour moi, ça a toujours été un livre qui se vit avant que de s'apprendre. Et c'est simplement pour ça que je pense que c'est un livre piège. C'est un livre de philosophie qu'on conseille à tous les gens qui veulent découvrir la philosophie. C'est un livre qu'on passe extrêmement facilement, regardez-moi avec ma mère. Mais pourtant, il n'est pas souvent compris de premier abord, tout simplement parce qu'il est d'une simplicité à lire assez folle. On a l'impression de naviguer dans une pensée relativement simple, et effectivement, ce champ de pensée est plutôt, non pas simple, je pourrais pas dire ça, mais est relativement limpide, il se comprend assez facilement. On parle pas de Kant, Hegel et Heidegger, quoi. Mais pourtant, on a du mal à l'appliquer. Et c'est précisément pour ça que j'ai introduit, et dont j'ai déjà parlé, et dont d'ailleurs une des abonnées dont je tairai le nom, mais où je passe le bonjour, m'en a beaucoup discuté, et je pense que c'est un truc que je vais aborder, c'est le concept de lecture parallèle. Le concept de lecture parallèle, le livre dont je parle, vous l'avez reconnu, c'est Les pensées pour soi-même, pensées pour moi-même, comme on peut le dire de deux manières, de Marc Aurèle. Mais à mon sens, beaucoup de gens qui lisent ce livre se disent « Oh, le stoïcisme, c'est incroyable, quel style de vie, j'adorerais devenir stoïcien, etc. » C'est beau, c'est bien, mais le truc, c'est que c'est une lecture qui est souvent mal comprise parce qu'elle n'est pas décortiquée, elle n'est pas remise dans un contexte historique, elle n'est pas remise dans un contexte philosophique, c'est-à-dire dans le monde, j'insiste sur le terme de monde, qu'est le stoïcisme, et c'est en cela qu'un deuxième livre, que je vais vous mettre juste ici, celui du grand philosophe helléniste, je ne sais pas si on dit helléniste, je vais peut-être me tromper, mais spécialiste en tout cas, de la pensée stoïcienne, à savoir monsieur Pierre Hadot. Pierre Hadot qui a écrit en fait La Citadelle intérieure, qui est l'introduction finalement à la pensée de Marc Aurèle. Alors il est censé être à côté de moi, mais je crois que je l'ai prêté à un ami, encore une fois. Mais lisez le texte avec un spécialiste à vos côtés. Faites une lecture parallèle, c'est-à-dire lancez-vous à la fois Marc Aurèle le soir avant de vous endormir et la journée, quand vous avez un peu le temps, ouvrez La Citadelle intérieure. C'est une introduction, c'est un guide, c'est quelqu'un qui va vous faire naviguer dans les ouvrages de Marc Aurèle, dans la pensée de Marc Aurèle, dans la vie de Marc Aurèle, et qui va décrypter la vraie vie de Marc Aurèle et ce que recommande Marc Aurèle, et ce que Marc Aurèle vous dit dans Les pensées pour soi-même,
quelle est leur traduction aujourd'hui dans notre quotidien? Qu'est-ce qu'on peut vraiment y penser? Parce que quand on lit Marc Aurèle, beaucoup de personnes pensent que c'est un éloge de la rigueur, de la dureté, de la non-émotivité. C'est parfaitement faux, en fait, pas du tout, ça ne fonctionne. Mais alors, vraiment pas comme ça. J'aime pas trop quand j'entends des gens qui disent, voilà, moi je suis stoïcien, je me réveille à 5h du matin, enfin bref, vous les connaissez les youtubeurs, voilà, je fais 3 heures de muscu, après, enfin bref, on a l'impression qu'ils vivent à la Légion étrangère, alors que finalement, Marc Aurèle, ce qu'il revendique, bah déjà c'est un style de vie quand même il y a un bout de temps, et d'une certaine manière, des concepts que Marc Aurèle mentionne ne sont pas compris dans leur profondeur et dans leur contexte. Donc on dévoue complètement la pensée stoïcienne, et naturellement Pierre Hadot, un spécialiste, un philosophe comme on rêverait d'en avoir dans tous les pays et à toutes les époques. Pierre Hadot a écrit des introductions, foncez-y, lisez Pierre Hadot en même temps que vous lirez Marc Aurèle, et non seulement vous allez mieux comprendre, mais vous allez tirer encore plus de plaisir, parce qu'en fait, la pensée stoïcienne qu'on vous a vendue est souvent un petit peu marketée, elle est souvent un petit peu macho, un petit peu masculiniste, un peu extrêmement un art de la rigueur, etc. Évidemment, le stoïcisme, c'est bien plus que ça, et c'est là qu'est toute sa beauté. Foncez sur Pierre Hadot, foncez sur les pensées de Marc Aurèle. Bon, on enchaîne cette fois-ci avec le livre qui m'a réconcilié avec l'art du roman. C'est un livre qui compte... c'est un roman, hein. On parle d'un roman de 96 pages. 96, pardon. On parle de 96 pages, et un des livres qui, à mes yeux, est l'explication de ce qu'est une expérience d'immersion dans un récit. C'est ma rencontre avec un roman, c'est une claque, et j'insiste sur une claque parce que quand je l'ai lu, je me suis dit « Ok, je peux lire des romans ». Je connais plein de personnes que j'ai rencontrées, surtout des mecs d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est souvent des mecs, on a souvent une tendance à être attiré davantage par les livres de connaissances plutôt que les livres d'histoire, enfin les romans disons. Et ce livre-là, c'est une écriture, c'est un monde à part, c'est impossible de ne pas voyager avec. Vous allez vivre quelque chose qui va susciter des questions philosophiques, je pense, au bout de 10 pages. Et les images que votre inconscient ou votre imagination vont créer de cette lecture, elles vont être imprimées dans votre mémoire à vie, et elles vont se refléter, réapparaître à plein de moments de votre existence. Moi, ça m'est déjà arrivé de repenser à cet ouvrage, aux images qu'il m'a suscité dans des moments très durs, dans des moments plutôt de réflexion, dans des manières d'illustrer des concepts qui m'intéressaient dans d'autres livres. Ce livre, c'est La Métamorphose de Kafka. Alors là, vous devez vous dire, bon, ok, on connaît, peut-être pas tous d'ailleurs, tant mieux, tant mieux. Ne vous inquiétez pas, c'est vous les chanceux si vous ne le connaissez pas encore. Mais La Métamorphose de Kafka, j'ai même pas envie d'aller plus loin, si ce n'est que j'aimerais recommander un livre de Bernard Lahire, un grand livre de Bernard Lahire. Bernard Lahire, c'est un sociologue français avec qui d'ailleurs je discutais, avec l'un d'entre vous, ou même plusieurs d'entre vous qui me parlaient en commentaire. Bernard Lahire qui a fait un pavé de 500-600 pages sur Kafka, sur la vie de Kafka, sur l'évolution de sa pensée, l'évolution de sa vie sociale, et comment est-ce que ça se retranscrit dans ses lectures. On a parlé de lecture parallèle juste avant, mesdames et messieurs, si vous avez la chance d'acheter le Kafka de Bernard Lahire, que je vais vous mettre, que je vous ai certainement déjà mis en montage, et La Métamorphose de Kafka, mais en fait je pourrais vous parler du procès, je pourrais vous parler de tellement d'autres bouquins. De toute façon, Kafka, allez-y, c'est un génie du roman, foncez, quoi qu'il en soit, c'est pour tout âge, c'est en moins de 100 pages, c'est une histoire, vous allez la finir avant de vous endormir, foncez, il y a vraiment pas plus beau que ça. On enchaîne avec un livre qu'il est, à mon sens, nécessaire, même d'utilité publique, je dirais, que beaucoup de gens l'achètent. Pourquoi ? Parce qu'il touche et il aborde un domaine par un des plus grands experts français du domaine, un domaine qui est fondamental dans énormément de disciplines, un livre que très peu connaissent, que j'ai découvert en master de géopolitique, un livre qui redonne goût et replace toute l'importance de la discipline en simplement 210 pages.
Ce livre, à mes yeux, c'est celui qui a le meilleur titre. C'est celui qui a le meilleur titre de sa discipline. Ça s'appelle « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre ». On parle d'une discipline qui est souvent accolée à histoire. On met histoire-géographie, en oubliant un petit peu le géographie, en se concentrant sur l'histoire. Mais Yves Lacoste, mesdames et messieurs, Yves Lacoste s'est proposé dans cet ouvrage, et c'est vous dire la tâche à laquelle il s'est mise, et la claque que vous allez vous prendre conceptuelle, c'est simplement dire, ok, ça fait longtemps qu'on ne parle pas trop de géographie, les ouvrages de géographie ne se vendent pas trop, mais au fond, on va définir ce que c'est que la géographie et dire que simplement, sa fonction la plus pure et sa manière la plus utilisée, tristement, selon Yves Lacoste, c'est la guerre, la stratégie militaire. Évidemment, en tant que mec, je me cache pas, quand je m'étais lancé en géopolitique, ce qui m'intéressait évidemment, quelque chose qu'on aborde nécessairement en géopolitique, c'est les conflits. Et avoir une introduction d'un géographe, la géopolitique m'a fait découvrir et m'a fait cultiver mon goût pour les atlas, pour les cartes. Mon Dieu, quel plaisir, je pourrais vous faire toute une vidéo sur ça. Là, avec Yves Lacoste, mesdames et messieurs, en 210 pages, vous allez avoir la vision d'un des plus grands géographes français, un spécialiste, qui va replacer toute l'importance d'une discipline que tout le monde a tendance à oublier, mais qui est simplement... qui a le don d'ubiquité finalement dans notre société actuelle, connaître la géographie, les territoires, les reliefs, les fonctions, les ressources, les besoins, etc. Déjà, ça va vous permettre de créer cette habitude que j'adore et que je cultive un maximum, en tout cas dans mes cours, dans mes formations, etc. C'est le besoin de visualiser ce que vous lisez. Yves Lacoste, on parle d'un géographe, on parle de quelqu'un qui sait faire des cartes, tout simplement. Apprendre à faire une carte, faire une topographie, faire une cartographie, c'est une discipline à part entière. Je ne sais pas s'il y a des étudiants qui sont en L3, en master ou même en doctorat de géographie qui m'écoutent, mais Dieu sait que c'est une discipline qui est une profondeur intellectuelle vraiment abyssale. Et avoir Yves Lacoste qui vous le raconte, qui vous replace toute l'importance de sa discipline, c'est quelque chose qui va vous éclairer si vous lisez de l'histoire, c'est quelque chose qui va vous éclairer si vous lisez de la géopolitique, c'est quelque chose qui va vous éclairer quand vous allez lire des romans, parce que, je sais pas moi, le Comte de Monte Cristo ou alors la Montagne de Thomas Mann, ça se lit différemment quand on a des logiques d'altitude, enfin bref, des trucs de géographie, quoi. Je suis désolé d'en parler un peu comme un débutant, je suis vraiment un débutant, vraiment même proche d'un débile complet en termes de géographie, mais Dieu sait que ce livre, vous connaissez cette sensation quand vous êtes un lecteur et que vous ouvrez et que vous finissez un livre et que vous avez l'impression de découvrir toute une partie du monde, toute une discipline dont vous ne connaissiez pas l'existence, mais qui, à vos yeux, vient de découvrir et vient de prendre une ampleur importante et dans laquelle vous voulez absolument vous lancer. Mesdames et messieurs, Yves Lacoste, la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. C'est beau, c'est beau. En parlant de pratique, j'enchaîne sur un des livres qui, cette fois-ci, m'a donné la définition de ce que c'est que la dimension pragmatique d'un livre. Ce livre, c'est le livre qui, je pense, m'a aidé à traverser la prépa en termes de stress. C'est un livre purement pratique qui pourrait être synthétisé en quelques lignes ou même en un simple geste. Quand vous allez découvrir ce que c'est, forcément vous allez vous dire évidemment. C'est le livre qui, à mon sens, m'a guéri du stress, qui m'a fait avoir une relation parfaitement saine avec le stress et à savoir le gérer. Mais c'est un livre qui vous en apprend plus sur votre anatomie, sur l'implication de la respiration. C'est le livre qui m'a convaincu que être un lecteur, ça ne signifie pas être dans le monde des idées. Et Dieu sait que c'est un cliché qu'on a beaucoup, et vous le savez, j'imagine. Ah oui, tu lis des livres, oh là là, t'es hyper intello. Pas du tout, mon gars. Là, je te parle d'un livre qui va t'apprendre à respirer, à gérer ton stress, à savoir te sentir mieux, à savoir développer tes capacités cognitives, ton bien-être avec ton corps, ta méditation. Mesdames et messieurs, c'est la cohérence cardiaque 3-6-5. La cohérence cardiaque, c'est un truc qui est utilisé... c'est un truc qui est utilisé par des snipers du GIGN, c'est un truc qui est utilisé par des moines bouddhistes, c'est un truc qui est utilisé par des gens qui simplement sont intéressés par comment le corps fonctionne. C'est un tout petit livre, vous allez l'ouvrir, je pense que dans la vingtaine de minutes, vous allez le refermer, vous comprenez le contenu du livre très rapidement et surtout,
Le 3-6-5, c'est un truc qui prend littéralement 5 minutes de votre vie et qui, si vous souffrez de stress, peut, ou en tout cas moi, montrer qu'on est parfaitement capable de le gérer, qu'on est parfaitement capable de vivre avec, de bien vivre avec, de savoir avoir un stress positif et virer le stress négatif. C'est un bijou de pragmatisme, c'est à mon avis d'utilité publique, ça devrait figurer, je sais pas moi, à l'entrée du ministère de la Santé, de le mettre devant la réceptionniste. C'est d'un kiff que de pouvoir lire quelque chose qu'on applique directement. C'est ce que je revendique souvent quand je vous parlais tout à l'heure de Marc Aurèle. Voilà, c'est des trucs qui, avant que de chercher à les retenir, simplement appliquez-les directement. C'est quelque chose qui se fait directement quand vous refermez le chapitre. Foncez, ça va vous faire du bien. Et dites-moi vos nouvelles. Franchement, j'en serais parfaitement ravi. Je sais que j'ai pas mal d'étudiants, des professionnels, etc. qui m'écoutent. C'est du pragmatisme, c'est de la pratique en intraveineuse. Juste à travers la lecture, ça fait du bien d'avoir quelque chose de pratique qui sert. Foncez. Bon, celui-là, je sais que vous allez vous moquer, vous allez vous dire, bon, il est complètement taré aussi, lui. Mais celui-là, je suis désolé, mais c'est un livre qui m'a choqué. Alors, c'est un livre que j'ai parfois peur d'ouvrir, et j'insiste sur le mot peur, et je ne fais pas dans le sensationnel. C'est un livre de philosophie qui, la première fois qu'on le lit, en tout cas toutes les personnes qui l'ont lu m'ont témoigné la même expérience. C'est un nouveau regard sur la société actuelle, c'est un regard qui choque, c'est un regard qui... C'est un petit peu similaire à, je sais pas moi, à prendre du crack, enfin, ou à avoir vraiment un uppercut de Mike Tyson dans votre tête, sauf que vous êtes calmement dans votre lit et vous lisez un philosophe qui, d'ailleurs, s'est suicidé de sa propre pensée. Ce livre, pour vous dire, je l'ai acheté en 4 fois. Je l'ai acheté 4 fois et j'ai même été jusqu'à acheter un commentaire de l'auteur sur son propre livre. Ce livre-là, mesdames et messieurs, ça s'appelle « La société du spectacle » de Guy Debord. Alors là, je sais que derrière vos écrans, dans votre tête en tout cas, par votre subvocalisation certainement, certains d'entre vous se sont dit « Oh !» Mais la société du spectacle, c'est l'idée selon laquelle la société telle qu'elle se présente autour de vous est comme une pièce de théâtre, d'une certaine manière. Une représentation sociale où tout est marchandise. C'est d'inspiration marxiste. Je l'ai lu après avoir lu Le Capital, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Mais la société du spectacle de Guy Debord, retenez ce nom, c'est de manière cachée, parce que c'est une lecture dont on pourrait faire un film. D'ailleurs, Guy Debord a été réalisateur de films, si je ne me trompe pas. Mais Guy Debord, dans la société du spectacle, c'est décrire une société avec des termes et des phrases qui vont vous prendre au corps, qui vont vous... Un petit peu comme si, je ne sais pas moi, vous aviez un cerveau et qu'à certains moments, on vous rajoute des parties de cerveau que vous n'aviez pas, de la matière grise, et pendant l'espace d'un instant, sauf que ça se fait plusieurs fois dans le livre, et plusieurs fois dans un livre qui fait 206 pages, ouais, c'est ça, 207 pages, plusieurs fois, vous allez faire cette action, à savoir de bouquiner votre livre et de faire... Vous allez faire ça plusieurs fois pendant la lecture de ce livre-là. Je l'ai relu plusieurs fois et à chaque fois, ça m'a choqué. La société du spectacle, c'est une ouverture de l'œil. C'est ce qu'on appelle en grec, excusez-moi de faire le pédant, je sais que plein n'aiment pas, mais bon, c'est des concepts que j'ai appris et que je trouve beaux. Un concept qu'on appelle l'aletheia en philosophie, un concept qui signifie enlever le voile, dévoiler d'une certaine manière, le voile de l'oubli. Et on a l'impression... Dès que vous allez fermer ce livre, avancer chapitre après chapitre, votre regard, votre visuel de ce qui vous entourera prendra une dimension tout autre
parfois triste, parfois déprimante, mais ô combien réaliste. J'ai pas envie d'en dire plus. C'est une expérience, offrez-la vous. Très très peu de livres m'ont donné cette expérience, j'en ai quelques-uns en tête, mais très 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 peu. Par contre, à mes yeux, n'achetez pas le commentaire de la Société du spectacle. Je viens de faire un truc vraiment dithyrambique sur la Société du spectacle. Les commentaires, moi personnellement, ça m'a pas vraiment intéressé. Ça allait pas plus à l'intérieur, ça vaut pas trop le coup à mes yeux. Foncez. J'en ai marre de dire foncez, mais enfin foncez les gars, parce que mesdames et messieurs, pardon, mais foncez quoi, parce que bon, c'est incroyable ce qui va se passer quoi. On passe maintenant à un livre que je n'ai plus. Alors j'ai cru que c'était le bon, mais c'est d'une autre collection. C'est d'une collection qui a une sacrée gueule, elle est toute orange. C'est une collection de philosophie, mais ce livre-là, c'est comment dirais-je, c'est quelqu'un qui s'appuie à la fois sur la philosophie d'Henri Bergson et de Gaston Bachelard. Alors pour ceux qui connaissent un peu de philosophie, vous avez compris que déjà on va partir dans les étoiles, quoi, ça va partir sur Andromède. Il s'appuie sur Bergson et Bachelard, et le livre est tellement, bon, déjà unique en son genre, déjà le nom va déjà vous dire, bon, il y a quelque chose là-dedans. Le livre est tellement unique, très peu connu en philosophie, enfin si, des gens qui connaissent la philosophie le connaîtront, mais bon, c'est vraiment pas connu pour le coup du grand public, et pourtant c'est une expérience parce que c'est un changement de perspective. On a parlé de changement de vision avec Guy Debord et la Société du spectacle, là on parle de comprendre des concepts qui sont on ne peut plus présents dans notre société et dans votre quotidien, mais de les voir d'une manière avec un œil de quelqu'un qui a la chance d'être pluridisciplinaire, d'être tellement brillant finalement qu'il est autant un génie en philosophie que dans le domaine anthropologique, que dans le domaine... Enfin bref, c'est un génie. Ce livre-là, c'est Le normal et le pathologique de Georges Canguilhem. Georges Canguilhem va vous parler du concept de norme, de qu'est-ce qui est normal pour un individu. Ça peut sembler un petit peu bizarre dit comme ça, mais il va développer le concept de vie, le concept de corps, le concept de qu'est-ce qu'un corps en bonne santé. Il va montrer que les normes de ce qu'est un être en bonne santé, de ce qu'est quelqu'un en bonne santé, de qu'est-ce qu'une maladie, évoluent au fur et à mesure du temps, et on va montrer par des notions d'anthropologie que la notion de malade, la notion de pathologique, donc ce qui est négatif pour un corps, et donc vous comprenez la profondeur d'application et la multiplicité d'applications que ça peut avoir dans plein d'autres domaines de vos lectures, il va un petit peu décortiquer, décrypter comment le bien et le mal vis-à-vis du corps, vis-à-vis de l'anatomie, échangent au fur et à mesure et varient, fluctuent au fur et à mesure des époques. Canguilhem bouleverse la frontière entre ce qui est normal et ce qui est anormal, entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, entre ce qui est sain et ce qui est pathologique, en montrant que la santé, la vie elle-même, a une capacité à surmonter les crises et à s'adapter à la fois dans la société humaine, mais dans le corps humain et dans une multiplicité de domaines. Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique. Je me souviens être dans le métro, j'ai des images d'être dans le métro, d'aller en prépa et de me dire oh là 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 là, putain, c'est incroyable quoi, c'est incroyable. C'est de la médecine, c'est quelqu'un qui est... C'est comme si je vous disais qu'il y a un médecin, un psychologue, un moine, un philosophe, un bodybuilder et un président de la République dans un même corps et qui va vous parler d'un sujet précis. Par définition, le fait que ce soit aussi varié et à des niveaux aussi élevés dans un seul domaine, on voit la vie d'un autre œil, on voit des concepts d'un autre œil, et des concepts comme le normal et le pathologique, le bon et le mauvais, une fois que vous les aurez compris et que vous aurez compris leurs multiples facettes, vous allez voir le bon et le mauvais dans plein d'autres domaines totalement différemment.
Magnifique, magnifique, vraiment magnifique. On passe à un roman, lui je l'ai prêté aussi, lui j'en suis sûr. C'est, je vais vous le dire, c'est l'Amérique de la Grande Dépression. C'est un roman qui m'a fait verser des larmes, qui a fait verser des larmes à mon avis à des millions de lecteurs, que je me devais de mentionner parce que c'est un condensé d'histoires, d'une narration magnifique, de personnages auxquels on s'attache auxquels on s'attache à leur tristesse, à leur vécu, à leur destin. C'est, à mon sens, une des plus belles descriptions de l'Amérique de la Grande Dépression. On est dans les années 30. C'est des travailleurs itinérants. On est en Californie. On vit au cœur le plus profond une amitié qui aura une beauté qui vous marquera à vie, qui marquera votre mémoire, qui marquera vos émotions. Mais le roman, je dois le dire, et ça ne va en aucun cas vous spoiler, est une tragédie inévitable qu'on sent dès qu'on passe la première page. C'est bien évidemment des souris et des hommes, des souris et des hommes, comme vous me l'avez bien fait remarquer, de Steinbeck. Steinbeck, c'est à mon sens dans ce livre le plus beau travail qui a été fait sur la marginalisation des gens, sur la pauvreté, sur la misère, sur l'exclusion, sur le fait d'être ostracisé d'une société et malgré tout d'avoir un destin tragique. Ça ouvre les yeux sur beaucoup de sujets d'actualité, beaucoup qui me touchent particulièrement et qui, je pense, nous touchent tous. La lecture, c'est aussi fait pour vivre des émotions qu'on n'a pas forcément envie de vivre, mais qui vont vous faire devenir ce que vous auriez dû être. C'est l'inévitable aujourd'hui avec tous les conflits et tout ce qui se passe dans la société que d'en comprendre plus sur la beauté de l'espoir, de l'amitié dans des temps particulièrement troubles. J'ai la gorge un peu prise rien qu'en en parlant. Des souris et des hommes de Steinbeck. C'est une expérience qu'il faut s'imposer pour grandir. Je passe maintenant et on va changer un petit peu de registre. Alors, peut-être que beaucoup d'entre vous... Enfin non, en vrai, il n'est pas très connu. Mais bon, je sais qu'on me l'a déjà critiqué. Et en fait, ce qui est énorme avec ce livre, c'est que c'est des professeurs et des amis de gauche qui me conseillent un penseur d'extrême droite. Alors, pourquoi est-ce que j'oserais citer un écrivain d'extrême droite ? Oh là là, je prends des sacrés risques aujourd'hui. Bon, tout simplement parce qu'il ne parle pas politique dans ce livre-là, et qu'en fait, il a juste été un penseur repris par l'extrême droite. Enfin, c'est ce que j'ai appris. Mais mes amis de gauche et mes profs de gauche m'ont recommandé ce livre-là en ce qu'il est éclairant pour comprendre le fonctionnement de la politique en France actuellement. En France, ça a été révélateur pour moi. C'est un livre qui est très très peu connu. Je passe le bonjour à Simon qui me l'a partagé. Ce livre, il s'appelle Mythes et mythologies politiques de Raoul Girardet. C'est très peu connu. Alors, si vous êtes parmi les premiers à voir cette vidéo et à tomber sur ce livre-là, si vous le pouvez, foncez sur Chasse aux livres. Je vous en parle tout le temps. Allez sur Chasse aux livres, dépensez pas d'argent sur Amazon. Amazon, ça tue les libraires. On veut faire vivre nos libraires. On a des librairies magnifiques en France. Il y a la Fnac. Bon, la Fnac, ça va. Mais les libraires, on veut les faire survivre. Évitez, si vous le pouvez, Amazon. Et vous le pouvez parce que vous avez Chasse aux livres. Chasse aux livres, c'est un comparateur de livres. Un comparateur, ça veut dire que vous avez les meilleurs prix. Moi, j'achète des bouquins qui coûtent 19 € sur Amazon et qui coûtent 4 € sur Chasse aux livres. Foncez. En plus, vous achèterez plus de bouquins. Franchement, ça vaut le coup. Allez sur Chasse aux livres et tapez mythes et mythologie politique. Foncez. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de mythologie politique ? On parle de ce qui se passe... Enfin, en fait, c'est un décryptage intelligent de ce que vous pourriez voir dès que vous entendez une allocution de notre président, de tous nos présidents de la Ve République, des politiques de manière générale et surtout des politiques en campagne. Alors forcément, ça va devenir un vrai sujet. C'est comprendre quelles sont les grandes idées, les grandes histoires, les grands narratifs, les grands concepts que tous nos hommes politiques mobilisent à foison pour nous faire vendre leur programme politique. Il y en a 4 de ces mythes politiques, de ces mythologies politiques. Elles sont décryptées avec une beauté d'un historien. Raoul Girardet, c'est un historien.
C'est un historien qui a une vraie connaissance de l'histoire de France et qui va illustrer ses concepts en vous montrant des exemples. C'est moins de 200 pages, c'est particulièrement interdisciplinaire. On a de la science politique, on a de l'anthropologie, on a de l'histoire, bref, ça va dans tous les sens. Et c'est de la symbolique. Pourquoi est-ce que c'est beau de lire de la symbolique? C'est comme, j'en parlais avec certains d'entre vous, Oswald Spengler, Le déclin de l'histoire. Bon, c'est un historien qui va regarder l'histoire sous un prisme symbolique. C'est un peu comme du Freud quand il vous parle de, je sais pas moi, quand il voit un bâton, il pense à ce qu'il y a entre l'entrejambe de vous messieurs, de vous et moi. La symbolique aura cette beauté puisque des symboles en fait sont par définition, puisqu'ils sont des symboles, ils sont mobilisables dans un champ disciplinaire extrêmement large. Et là, ce que fait Girardet, c'est expliquer des symboles qu'après vous retrouverez dans plein de domaines et surtout dans votre vie politique. C'est hyper important, c'est un antidote et c'est un ouvrage, c'est un manuel de moins de 200 pages pour devenir un bon citoyen, pour devenir un citoyen éclairé, pour faire écho à un philosophe que j'aime bien. Foncez Raoul Girardet, c'est pas très connu, donc si vous êtes premier, ouais, foncez vraiment. On enchaîne. Alors, tout à l'heure je vous parlais de Debord et la Société du spectacle que j'ai en 4 exemplaires. Là, je vais vous faire encore plus marrer, puisque là, on va parler d'un livre que moi et mon père avons acheté en 6 exemplaires. Alors, wow, 6, qu'est-ce que vous allez vous dire? Pour vous dire pourquoi est-ce qu'on l'achète à chaque fois qu'on va dans une librairie, tout simplement parce que le livre nous laisse une telle empreinte à la première lecture que, comme Debord, dès que vous allez en librairie et que vous tombez devant, vous dites « Mais pourtant, je sais que je l'ai déjà lu, mais juste pour être sûr, il faut que je me le rachète, c'est que 10 €, et au moins je serai sûr que, même si je sais que je l'ai déjà à la maison en plusieurs fois, je vais me le reprendre, comme ça je suis vraiment sûr. » Ce livre, c'est un livre assez spécial, assez bien singulier dans sa construction et dans sa manière d'approcher. Il est écrit par Henri Laborie. Henri Laborie, c'est un éthologue. Alors on a peu parlé d'éthologie sur la chaîne. Pourtant, c'est un domaine qui est extrêmement intéressant, que moi j'affectionne particulièrement pour des traits principaux de ma personnalité et de ma vie. Mais l'éthologue, c'est celui qui observe les comportements animaux. Et Dieu sait que expliquer des phénomènes humains en expliquant et en comprenant des phénomènes animaux, c'est un truc qui peut être particulièrement intéressant. Et dans ce livre, Henri Laborie parle de l'éloge de la fuite. C'est d'utilité publique, c'est nécessaire, surtout si vous êtes un esprit en train de grandir intellectuellement et dans votre culture générale. C'est des concepts, c'est-à-dire la fuite, c'est-à-dire l'agression, c'est-à-dire le conflit, c'est-à-dire le combat, qui, là, est développé par un éthologue, c'est-à-dire à des narratifs qui vont s'appliquer à des animaux, à des humains, et qui va prendre le contre-pied, se faire l'avocat du diable, et se faire l'avocat du diable très intelligemment, puisque à mon avis c'est ce diable qui a raison là, faire un éloge de ce qui est très souvent critiqué aujourd'hui. Moi je suis pas du tout sur les réseaux sociaux, enfin, mis à part pour cette chaîne, je veux dire j'ai pas Instagram, j'ai pas Facebook, j'ai pas tout ça. Mais par contre je sais que de mon histoire, quand j'y étais, c'était ça qui m'était montré. Et Dieu sait que ça me rendait un peu triste, parce que l'éloge du conflit, l'éloge du combat, l'éloge du courage, c'est beau quand c'est sous certains traits, quand ça a certaines valeurs, mais bon, la manière dont c'était présenté, ça m'attristait un petit peu plus. Là, Henri Laborie, c'est la beauté de l'anthropologie, de la compréhension des humains, des animaux, des comportements nos plus purs, un retour à nos atavismes, pour, d'une certaine manière, survivre par la fuite. Et Dieu sait que c'est beau quand même, comme concept, comme phrase. Apprendre à comprendre que la fuite est une réponse légitime, intéressante, intelligente au conflit, et comprendre pourquoi ça l'est, à la fois en termes biologiques, en termes psychologiques, et même pour votre vie, analysé par quelqu'un qui, à mon sens, peut être considéré comme un philosophe, très clairement. C'est extrêmement utile pour traiter le stress, c'est extrêmement utile pour vous revaloriser votre personnalité et comprendre que certaines phases de votre vie, vous avez pu les voir comme des défaites, comme des phases où vous vous êtes dit, là j'ai abandonné, là j'ai eu peur, donc j'ai fui, là j'ai pas fait ça parce que j'avais trop de crainte.
eh ben, lavez-vous une bonne fois pour toutes de ces faux poids, de ces faux fardeaux que vous laissiez porter, parce que simplement, là, vous avez Henri Laborie qui, en 186 pages, va vous donner la beauté de recomprendre, de repasser par ces étapes de votre vie qui ont pu être difficiles et qui va vous faire comprendre que vous avez été bien plus fort, bien plus forte que ce que vous n'auriez pensé. Rien que pour ça, ça vaut d'en acheter 6 exemplaires, n'est-ce pas? On part sur les 3 derniers livres. Alors le livre dont je vais vous parler, j'ai essayé de le retrouver dans ma bibliothèque. Le truc, c'est que, pour vous dire à quel point lui, il est court, il est tellement fin que généralement, j'ai l'impression qu'en fait, il est... quand il est accolé avec un autre livre, j'ai l'impression que ça fait qu'un livre. Et pourtant, c'est un des livres les plus courts que j'ai lus de ma vie, mais c'est écrit tout simplement par un des écrivains qui est souvent considéré comme étant un des plus grands écrivains de tous les temps, et je pèse de tous les temps, et dans le monde entier. C'est un ouvrage qui porte sur un sujet qui, moi, m'intéresse au plus haut point, vous l'imaginez bien. C'est un ouvrage de Proust, un ouvrage très très peu connu, mais qui, en tant que lecteur, ne peut que vous bouleverser, que vous faire repenser à cette activité qu'on affectionne tellement, à laquelle moi j'ai décidé de vouer une partie de ma vie. Mais de le voir sous les yeux d'un des plus grands lecteurs et d'un des plus grands écrivains, naturellement, ça ne peut qu'apporter de la richesse et qu'apporter que de la beauté à ce que vous faites au quotidien. Ça s'appelle « Sur la lecture » par Marcel Proust. C'est un éloge déjà de la lecture en solitaire, comprendre le fait que votre rencontre avec un livre, avec un Henri Peña-Ruiz par exemple, c'est un éloge de cette rencontre un petit peu bilatérale, mais qui vous fait rentrer dans une retraite personnelle. Proust, c'est aussi, sur la lecture, comprendre la richesse que vous apporte la lecture, mais comprendre des richesses que vous n'auriez jamais soupçonnées autrement, et comprendre finalement qu'on peut critiquer des lectures qui vous sont imposées, qui nous sont imposées, des livres qu'on vous dit « tiens, je te l'offre pour Noël » et en fait vous n'avez pas envie. Des livres qu'on vous a imposé de lire en 6e, au collège, au lycée, pour le bac de français et qui vous ont dégoûté de la lecture. Sauf que là, ce qui est beau, c'est qu'on referme la boucle parce que c'est quand même un des écrivains les plus marketés, les plus imposés par l'Académie française, en tout cas moi quand j'étais à l'école, c'est Proust, quoi. Enfin, je veux dire, la recherche, c'est quand même... il y a pas plus... il y a la comédie humaine de Balzac, il y a Proust, il y a Shakespeare, mais bon, il y a Hugo, mais bon, c'est un pilier, quoi. Et ben, ce même mec, ce même auteur, qui a une vie d'ailleurs très intéressante, vous fait un livre sur la lecture, lui qui est un des plus grands écrivains de tous les temps, et quand vous lisez sa vision de la lecture, elle est beaucoup plus proche de votre vision de la lecture, d'une lecture dynamique, d'une lecture visuelle, d'une lecture d'envie, de curiosité, et pas d'une lecture pédante où il faut absolument ne lire que les classiques, il faut passer des heures à lire Chateaubriand, à lire Germinal de Zola quand vous avez 15 ans. Vous voyez ces lectures un petit peu dogmatiques, dommage parce que Germinal c'est un classique, mais c'est simplement que c'est un classique qui mérite d'avoir de l'âge, d'avoir de l'expérience pour être savouré, mais qu'on impose à des enfants qui ont 15 ans et donc qu'on dégoûte de la littérature. Et ben là, c'est une belle revanche que vous allez prendre avec à vos côtés un des plus grands écrivains, je le rappelle. Foncez, c'est Proust, c'est la mémoire, c'est la lecture, et ça doit faire, à mon sens, peut-être 70 pages, je pense. Donc vraiment, c'est un beau truc à avoir. On va attaquer à ce que j'avais mis en dernier, mais en fait que je vais mettre en avant-dernier, parce que sur un coup de tête, et puis en fait j'ai 2 livres à vous parler du théâtre, cette fois-ci. Je sais que beaucoup de lecteurs détestent le théâtre. Moi, on m'en a dégoûté. Pareil, ce que je vous disais. Mais... ces 2 livres de théâtre, Antigone et Oedipe-Roi. Antigone d'Anouilh, je recommande plutôt le Antigone d'Anouilh et Oedipe-Roi de Sophocle, de l'auteur de base. Comment dire ? Déjà, c'est très rapide à lire.
Ne les lisez pas en lecture rapide, n'accélérez même pas, prenez votre temps, lisez à haute voix. On lit du théâtre à haute voix, mesdames et messieurs, c'est comme la poésie. S'il vous plaît, on laisse la beauté des mots s'exprimer avec leur sonorité, parce que là, ça vaut le coup, là, ça vaut vraiment le coup. On parle de pépites, on parle de musique. Antigone et Sophocle. Alors c'est un concept, d'ailleurs, quand j'ai réouvert ces livres, j'avais noté ce concept que j'ai adoré. Alors je me le suis écrit parce que j'avoue qu'à chaque fois je bégaye quand je le dis. L'anagnorisis, à savoir la reconnaissance, c'est un concept qui est fondamental dans Oedipe et ces concepts de thèmes universels abordés dans des livres qui font 70 pages, c'est un truc que vous retrouverez presque jamais. Je crois que c'est imbattable en termes de condensé d'idées philosophiques dans une petite histoire. Si vous rentrez en prépa, si vous rentrez à la fac, si vous voulez découvrir des domaines, la philosophie, l'histoire, en fait, c'est tellement des classiques de classiques que c'est comme relire la Bible, c'est comme relire l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est comme lire Henri Peña-Ruiz. En fait, c'est lire des choses qui vont être mobilisées, que vous allez entendre mentionner dans votre vie des milliers de fois. L'histoire d'Oedipe, voilà, le mythe d'Oedipe, tout le monde sait, oh là là, il a tué sa mère, enfin, il a fait l'amour à sa mère, enfin bref, vous connaissez ces trucs-là, mais le lire dans le texte, c'est quand même un bijou et une expérience à avoir et à s'offrir une bonne fois pour toutes. Faites ça absolument. Pourquoi ? Parce que, et surtout sous la plume d'Anouilh, hein, c'est plus lisible que dans le texte original chez Antigone. Et voilà, c'est quelque chose que vous devez avoir, qui va vous faire une lecture qui reste extrêmement plaisante, une narration magnifique, et qui trouvera de la richesse et des échos dans toutes vos prochaines lectures. Bon, je dédierai une vidéo entière à la lecture de la Bible, du Coran, etc. Mais c'est des lectures qu'on appelle classiques des classiques parce qu'en fait, tout le monde en parle, tout simplement. Et je parle en dernier d'un livre que malheureusement j'ai perdu, je pense pas l'avoir donné, je pense que je l'ai simplement pas retrouvé. On parle d'un sujet triste, mais avoir à ses côtés à mes yeux, un très très grand philosophe que j'apprécie particulièrement et qui va lier à un concept si important qui va vous aider dans certainement les temps les plus difficiles de votre vie, qui moi m'a aidé dans les temps les plus difficiles de ma vie, de ma courte vie. On parle d'un livre qui parle de la mort, mais qui parle de la mort avec philosophie, donc avec sagesse et donc avec beauté, avec espoir. Ça me prend aussi un peu à la gorge parce que c'est un livre qui m'a accompagné dans des moments difficiles et qui, je peux pas dire accompagner parce que c'est à la fois accompagner, mais c'est aussi tenir par la main. C'est aussi supporter, c'est aussi faire prendre du recul, c'est faire respirer simplement avec ses mots. Cet auteur, c'est un philosophe qui s'appelle Vladimir Jankélévitch. Et Jankélévitch a écrit un titre que je trouve magnifique, qui s'appelle « Penser la mort ». Alors, peut-être un petit jeu de mots avec « penser » avec un A, et là, le vrai titre qui est « penser » avec un E. La philosophie de la mort, c'est la comprendre sous le terme qui est un petit peu fondamental dans ce livre, à savoir l'inconnaissabilité de la mort, le fait qu'on ne la connaît pas mais qu'on en parle tout le temps, qu'on parle tout le temps de quelque chose qu'on n'a jamais vécu et qui, par définition, lorsqu'on le vivra ou lorsqu'un de nos proches le vivra, on ne pourra qu'être témoin sans être au plus proche de lui. Et Jankélévitch a la beauté de rapprocher et d'avoir un prisme encore une fois pluriel en parlant de religion, et de mort, de musique et de mort. Jankélévitch, c'est un mélomane, c'est un grand mélomane, il est vraiment passionné de ça, passionné de musique, et il trouve des échos entre la musique et la mort. Dans des temps difficiles, c'est un livre qui va vous faire prendre du recul, qui va parfois vous empêcher de pleurer, ou qui va vous faire pleurer, mais qui va vous faire pleurer parfois des larmes de bonheur au moment où vous laisserez partir des larmes de tristesse, mais toujours avec la beauté et la sagesse, la clairvoyance d'un esprit pur, qui analyse ça, d'ailleurs je crois, au chevet, au bout de sa vie, puisque c'est un livre, je crois, de maturité,
pour Jankélévitch. Et c'est la notion de mort la plus proche du réel, c'est un refus de l'abstraction, c'est quelque chose qui est... On refuse de penser la mort avec des grandes idées, mais c'est un philosophe, paradoxalement, qui décide de quitter le monde des idées pour revenir au monde réel. Et c'est en ce sens qu'il y a énormément de beauté à ça. Voilà. En fait, j'ai pris plein d'autres livres, mais franchement, je vous en parlerai dans d'autres prochaines vidéos, parce que sinon, ça va faire des lives de 3h30. Et je sais que certains d'entre vous n'aiment pas ça. Bon, celle-ci est assez longue, mais bon, c'est des livres classiques. Je vous remercie pour tout, je vous remercie d'être là, je vous remercie de discuter avec moi, de discuter de lecture et de livres. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Mille merci et à très vite.